Salut à tous, on se retrouve pour la 5e partie de 500 mondes Titus, toujours vu très en détail, et là on va se focaliser à chaque fois sur un des tétrarques. Alors cette vidéo, elle va être consacrée au premier capitaine Hageman des Ultramarines. Alors, dans un premier temps, eh bien, on a une petite description de ce qui se passe en une sorte de retranscription plutôt vox de ce qui se passe. Alors c'est très compliqué à comprendre, mais en gros c'est comme si vous écoutiez Hageman qui était en train de parler. Donc contact Arios, donnez-moi le statut de Signar. Fulvus, débutez la frappe aérienne. Dector, débutez la suppression Alpha Tertius. Analyse, conclave, préparez le téléportarium. Et en fait on a beaucoup de petits passages comme ça qui sont tous les ordres que Hageman donne alors qu'il est en train de se battre. Donc là où il est en train de se battre, il est en train de se battre contre les Worldbearers. Voilà, bon après on n'a pas de détails du combat. On a juste les messages Vox qu'il donne à différentes sources qui lui permettent comme ça de synchroniser un petit peu les choses. Donc c'est vraiment de l'ambiance, mais tout ça c'est pour représenter sa capacité assez impressionnante à gérer et le combat sur place parce qu'il est sur la ligne de front, et le combat dans sa globalité, c'est-à-dire dans l'échelle stratégique à rassembler en fait différentes forces. Et d'ailleurs pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce but-là, parce que c'est vrai que le premier texte, on comprend pas grand-chose, on a juste des noms de personnages qu'on connaît pas, avec des stratégies avec un nom dont ça nous parle pas. Par contre, après, voilà, on a la flotte de défense d'Ultramar avec une transmission, et on nous dit incroyable, n'est-ce pas? Regardez l'affichage de mais donc chaque manœuvre stratégique d'Hageman est reliée aux autres coordonnées appuyées, complexes. Vous voyez l'assaut sur le système Sicard, il semble vulnérable, il y a tant d'inconnus, mais pourtant il réussit. Et regardez à quel point toutes les mailles du filet se resserre, c'est admirable, c'est inhumain, mais voilà, c'est normal, c'est un post-humain. Ensuite, on nous dit aussi que on a des membres en fait. On va dire d'où ils viennent, je sais pas trop. C'est un cerveau enregistrement récupéré dans l'usine de Gamma 4. Bon, peu importe. Mais en tout cas, on nous dit c'est sans doute trop, même pour un des fils du seigneur commandeur. J'ai entendu dire que le premier capitaine supervise toutes les communications stratégiques. Les infocytes disent qu'il a tissé sa toile magistralement, mais il a bien trop de fils pour que même l'héritier d'un primarque puisse tous les manipuler à la fois. Voilà. Malgré tout, voilà, donc on a tout le monde qui doute un petit peu de son choix, de tout prendre pour lui et de à la fois combattre et à la fois faire passer, centraliser en fait toutes les communications, toutes les coordinations, mais dans les faits, tout le monde s'étonne parce qu'effectivement ça marche. Et on a donc voilà, après un petit passage aussi sur un Space Hulk, on nous parle du Space Hulk qui s'appelait le Nautile de minuit et qui avait été perdu par l'Imperium. Sa trace avait disparu il y a 60 ans, et là ils ont retrouvé sa trace et ils sont en train de le purger. Donc on lui dit qu'au début c'était une infestation d'orques, maintenant il est aux mains des Genie Stealers. Bon, c'est assez cohérent avec la vie des Space Hulk, qui voilà, même si l'Imperium n'est pas là, voilà, les orques se battent contre les Stealers et puis c'est les Stealers qui sont là. Et en fait, le principe, c'est que là, l'Imperium en a repris en partie le contrôle. Ils ont réussi à prendre une partie à réengager une partie des réacteurs pour le précipiter dans l'étoile du système de Bator, et histoire de se débarrasser une bonne fois pour toutes du Space Hulk. Tout en sachant que je pense que les prêtres du Mechanicus, eux, ils seraient plutôt tenter de récupérer les technologies. Je vous rappelle que les Space Hulk, c'est pas juste... alors, c'est un amas de technologies, de vaisseaux, d'agrégation, de rochers, etc. Mais il y a aussi des ressources technologiques qui datent d'une époque où l'Imperium était... où c'était pas encore même l'Imperium, peut-être. Donc, c'était des vaisseaux de colonisation humains ou même des vaisseaux extraterrestres. Il y a énormément de richesses à récupérer dans les Space Hulk. Et l'envoyer tout simplement se précipiter contre l'étoile, moi en tant que prêtre du Mechanicus, je trouverais que c'est un énorme gâchis pour toutes les ressources qu'il peut y avoir, surtout qu'ils sont capables de traiter en fait les Genie Stealers qui sont à l'intérieur. On dit qu'ils arrivent à purger le Space Hulk. Alors j'imagine que c'est en partie, et j'imagine qu'une infestation de Genie Stealers c'est impossible, mais on n'est pas loin de l'impossible à purger, parce qu'il y a toujours un qui va se cacher quelque part, et puis on repart dans un cycle où il va coller... Donc voilà, mais je pense qu'il y a quand même moyen de le mettre dans un coin et d'étudier. Mais en fait, c'est toujours cette balance en tout cas qu'il y a entre
Ceux qui veulent la sécurité, qui disent on fait tout péter, comme ça on est sûr, c'est nettoyé. Et ceux qui disent oui, mais attends, peut-être qu'on peut récupérer un peu de soit de xénotechnologie, soit d'archéotechnologie. Et si c'est perdu là, ce sera perdu à jamais. Donc ça vaut le coup de prendre le risque. Et en fait là, c'est un scénario que vous avez vu dans 3000 films à peu près. Mais c'est toujours sympa, c'est toujours intéressant de peser le pour et le contre. Et suivant vos affinités, soit avec la sécurité ou soit avec la recherche de connaissances, le savoir et le pouvoir. Et bien voilà, on va faire ce choix-là. Voilà. Alors pour la suite, eh bien on revient sur les squads de Titus et en fait je pense que comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure je lis, je découvre le livre, j'essaie de pas me spoiler pour être le plus frais possible et avoir le plus d'idées possible, le plus de voix ouvertes possible. Eh bien on revient en fait sur le personnage de Titus et sur son action dans le monde nécropole. Donc je pense qu'en fait on aura simplement une double page comme ça avec à chaque fois les différents tétrarques pour essayer de donner un peu plus de profondeur en fait à chacun de ces personnages, mais on n'aura pas en fait les 4 fronts, donc cette vidéo ne sera pas consacrée uniquement à Gaiman. Donc on a bien encore une fois les Space Marines qui avancent et qui sont étonnés de la relative facilité avec laquelle ils peuvent s'avancer vers le pilier. Malgré tout, ils sont pas nés de la dernière pluie et ils ont tous leurs auspex qui sont en mode de recherche. Ils passent en fait les différents spectres lumineux avec leur visière pour essayer de trouver des traces en fait, et ils voient qu'il y a des machines, en fait des artefacts, des machines qui commencent à s'activer un petit peu légèrement, des petits arcs électriques qui apparaissent à droite à gauche, mais pourtant aucun des nécrons sur lesquels ils sont en train de marcher ne donne le moindre signe de mouvement ni d'activation, mais leur instinct de guerrier surentraîné leur dit que il faut être très prudent. Donc Titus se dit qu'il faut accélérer en fait le pas et se met à courir, demande aux technoprêtres de courir et tous essaient tant bien que mal, parce que les technoprêtres évidemment courir aussi vite qu'un Space Marine ça va être compliqué, mais ils essaient de courir le plus vite possible pour maintenir le lien avec ceux qui sont chargés de les protéger et de leur ouvrir la voie. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, eh bien on a cette petite description et on nous dit que des esprits androïdes sont en train de calculer des solutions de tir, des vecteurs d'attaque, d'identifier les points faibles dans les armures des Space Marines, mais que pour l'instant, une volonté insondable et terrifiante est en train de les retenir. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais bien sûr, l'embuscade va être tendue et en un instant, on a des éclairs verts qui se matérialisent au sein des forces des Space Marines. Et puis, on a des destroyers X-Mark qui apparaissent, donc avec leurs six pistolets de tir et qui commencent à tirer sur tous les Space Marines à bout portant. Et malgré leurs réflexes surhumains, c'est impossible d'éviter en fait ces tirs. Et plusieurs des Space Marines tombent. Donc, bien entendu, c'est le moment où, comme ils étaient quand même préparés, ils vont contre-attaquer, ils savent d'où vient la menace. En fait c'était ça le problème avant, c'est qu'ils ne savaient pas d'où venait la menace, donc ils étaient ils essayaient de couvrir en fait le plus d'arcs de tir possible. Là maintenant ils ont l'information, alors donc ils se défendent assez efficacement, hein. Les destroyers sont assez vite repoussés, mais alors que le dernier se dématérialise un petit peu pour disparaître, eh bien on a des ophidiens, donc des destroyers ophidiens qui sortent de terre et qui viennent attaquer d'autres forces de Space Marine. Alors là, dans le combat, du coup, je me prends conscience, je me dis, mais tiens, mais en fait, combien ils sont en fait? Parce que dans un premier temps, j'avais vraiment l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment très nombreux, mais en fait, vous allez voir que du coup, la force d'Ultramarine, elle est quand même assez conséquente et qu'on n'a pas juste une dizaine de Space Marine. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus conséquent. Vous allez le voir par la suite. Donc après, je vais vous passer un peu vite les choses, mais on a vraiment le menu complet de tous les types de destroyers. Donc voilà, donc on a les destroyers ophidiens. Ensuite, eh bien à la base de ce pilier, on voit qu'il y a des portails en fait qui s'ouvrent en fait. Hein, je ne vais pas appeler ça des portails warp parce que ça passe pas à travers le warp, mais des portails dimensionnels tout simplement. Voilà, c'est le mot. Avec les nécrons qui en sortent. Et là, on a les destroyers Scorpec qui se ruent vers leurs assaillants. Alors ça aurait peut-être été plus sympa que eux justement arrivent au corps à corps directement, contrairement aux X-Mark qui eux pouvaient tirer à distance, mais bon voilà. Ensuite, alors le problème c'est que les technoprêtres c'est les seuls à pouvoir activer la bombe Vortex et il y en a déjà 2 qui sont tombés. Donc le dernier est protégé par Meteorus, donc on voit qu'il y a un tir qui vient vers lui et Meteorus interpose son bouclier Storm et ce qui réussit à canaliser en fait l'énergie de destruction des armes à fission
le technoprète. Alors on le voit, il est en train de réciter des chants binaires pour essayer d'encourager justement les Space Marines, mais s'il pouvait se cacher dans les robes du Space Marines, il le ferait, hein. Donc bien sûr, lui n'a pas d'armes, il n'est pas équipé pour le combat, donc bien sûr, les Space Marines savent que s'il vient à être tué, ils ne pourront plus activer la bombe à vortex. Donc Titus ordonne que certains Space Marines soient dévoués uniquement à la protection en fait du dernier technoprète, et il cherche à avancer parce qu'il voit bien que la situation commence à s'envenimer, à devenir de plus en plus dangereuse. Les destroyers, même s'ils en détruisent un paquet, il y en a de plus en plus qui apparaissent. On a des destroyers Locust évidemment qui commencent à les harceler depuis des hauteurs. Malgré tout, la progression des Space Marines est quand même assez efficace et Titus se rapproche de la base du pilier. Et puis, à un moment donné, le dernier technoprète se fait complètement vaporiser et le vétéran qui était en train de le protéger, lui aussi, les deux sont vaporisés dans un rayon d'énergie verte. Et quand ils regardent tous l'origine de ce rayon, eh bien ils voient une forme assez énorme avec un destroyer. Tu n'as jamais vu le type, et en fait on nous dit voilà, c'est Amentar, le nécrosaure qui les regarde du haut de ce pylône Necron et qui fixe Titus dans les yeux, et Titus sent que la partie est en train de tourner à l'avantage des Necrons, donc il se laisse tomber au milieu d'une escouade et en fait vaporise aussi complètement l'escouade. Donc il bouge extrêmement vite, les Space Marines n'ont même pas le temps de réagir, malgré sa taille en fait on nous dit que c'est impossible à arrêter. Il bouge vraiment beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait s'attendre, même en étant Space Marine. Et voilà, Titus sait que la mission est un échec et que rester pour un dernier baroud d'honneur pour essayer de tuer Amentar, ça serait pure perte. Et donc, contre-cœur, mais avec un peu de lucidité quand même, il donne l'ordre en fait de repli. Et force est de constater qu'il va avoir besoin de faire quelques sacrifices et on a une escouade qui va rester en arrière-garde pour essayer de retenir le plus possible ces agresseurs Necrons. Et voilà, donc Titus bien sûr recule avec Gadriel et puis Métaurus bien sûr, hein. Eux ils vont rester longtemps je pense, hein. Eux ils ont un petit bouclier un bouclier éditorial, hein, ils vont sans doute pas mourir. Donc ils sont en train de reculer, et puis c'est au prix d'une bonne partie de la force de Space Marine qui, avec honneur, reste malgré tout au combat. Donc on a quand même quelques petites descriptions avec les apothicaires. Donc on dit qu'il y a 2 apothicaires qui vont d'un cadavre à l'autre pour essayer de récupérer justement les glandes progénoïdes. Ça c'est bien de leur préciser en fait, ça donne un petit peu plus de contexte, et puis on se rappelle que c'est quand même quelque chose qui est prédominant et qui est quand même extrêmement important. La perte d'un Space Marine, je trouve que ça contrebalance un tout petit peu le fait que des fois le Space Marine il se fait juste vaporiser, on en perd 10, 15, 20 en un instant, alors que chaque formation d'un Space Marine c'est incroyablement long, et voilà, et chaque perte est un coût terrible en fait pour le chapitre et pour l'Imperium. Mais des fois c'est vrai qu'on en tue beaucoup juste pour dire que c'est dangereux et que voilà, les adversaires sont difficiles à détruire, mais voilà, c'est bien de rappeler aussi qu'il y a cette quête en fait des apothicaires de récupérer quand même les génogermes pour pouvoir retransmettre et recréer des Space Marines. Donc attaqués de toutes parts, ils réussissent à s'enfuir, et dans leur fuite ils réussissent quand même à détruire encore quelques Necrons. Et ce qui se passe aussi, c'est que à un moment donné on a Amentar qui envoie une sorte de pulsation avec ses yeux, et tous les guerriers Necrons qui étaient inanimés commencent à s'animer. Et en fait, ils s'animent, et en fait, on comprend que ce sont plutôt des dépeceurs, parce qu'on nous parle en fait de leurs doigts qui commencent à griffer les armures des Space Marines avec leurs grandes serres de plusieurs centimètres. Et bien sûr, certains Space Marines, encore une fois, succombent. Et voilà, c'est ce qui décide vraiment Titus au repli. Voilà, on va dire repli un petit peu honteux, hein, parce que son attaque n'a pas réussi. Alors après, on peut pas s'empêcher de se demander encore pourquoi il ne peut pas faire détonner
la bombe à fusion juste à côté. Alors après, peut-être qu'il faut imaginer, et encore, faut imaginer ça comme on a un seul pilier qui maintiendrait toute la structure, un mur porteur, vous voyez, quelque chose comme ça. Et il faut absolument que la bombe soit juste à côté, mais en même temps, on imagine aussi la puissance que peut avoir une bombe vortex du 41e millénaire. Bon, qu'elle explose à 100 mètres ou à 300 mètres, je pense que ça devrait venir à bout aussi des choses. Ou pas, hein. Peut-être aussi qu'ils n'ont pas la capacité en fait de détruire les choses et que le seul moyen de détruire ce soit justement le côté vortex qui ouvrirait en fait une faille warp, et c'est la faille warp en fait qui détruirait la réalité, et donc la réalité indestructible du pilote Necron qui ne peut pas être détruit par des armes conventionnels, quel que soit leur pouvoir de détonation. Peut-être qu'on peut imaginer ça et que ça rend les choses peut-être un petit peu plus crédibles, parce que c'est vrai que je vous ai parlé dans la précédente vidéo de tir d'artillerie navale qui, à mon avis, ferait le travail. Après, on peut quand même s'étonner que Titus n'ait pas la capacité lui-même de pouvoir déclencher en fait la bombe à vortex en fait, c'est quand même un peu étonnant. De devoir compter autant sur les 3 technoprêtres qui sont quand même les maillons très faibles de la force, qui peuvent pas se défendre tout seuls, c'est un peu étonnant. Je pense qu'on peut raisonnablement imaginer que Titus avait le moyen d'activer la bombe vortex quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, c'est une défaite assez lourde pour les ultramarines et pour Titus. Ensuite, on a un petit passage qui nous parle de Doct, vous savez, ce magnifique archimagos, le traître, qui est caché au sein des forces de Titus. Donc il a avec lui l'artefact et il arrive dans la forge en fait du Mechanicus qui est sur la planète. Quand il arrive, quand les autres technoprêtres voient en fait cet artefact, eh bien ils émettent en fait des codes de non-assentiment en disant non. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'archimagos Oct n'est pas juste un technoprêtre, il a le rang martien et il a des codes d'authentification et de rang qui balayent complètement toutes les objections des prêtres de cette base-là. Et il utilise même, en fait, on appelle ça des codes de neutralisation qui permettent tout simplement de museler les technoprêtres qui ont émis quelques réserves sur l'utilisation de leurs locaux pour cette arme-là. Et en fait, il sait que du coup, il ne sera plus remis en question. Et puis, il se met directement au travail. Alors il a dit aux ultramarines que c'était une arme, mais en fait c'est pas exactement ça. Il a réussi à identifier en fait une prison Tesseract, et il le sait, on le sait aussi, les prisons Tesseract, c'est ce qui enferme les échardes d'Octane. Alors, seule chose par rapport à celle dont il a l'habitude, c'est que celle-ci est bien plus ornementée que d'habitude, donc c'est plutôt un bon signe, cite sans doute que la puissance d'Octane ou de l'écharde qui est à l'intérieur est un peu supérieure, mais à ce moment-là, on n'a pas vraiment d'indication sur la nature en fait de l'écharde. Et je pense que lui-même ne le sait pas encore. Il sait qu'il y a un Ctan à l'intérieur, mais il ne sait pas si c'est une écharde de dragon, une écharde de Nightbringer, etc. Bon, après, étant donné la figurine qui est sortie, moi je pense que ça va être une écharde de Nightbringer, mais on ne sait pas. Peut-être que c'est autre chose, et peut-être que l'écharde de Nightbringer va venir d'Amentar. C'est possible aussi, parce que c'est lui, justement, rappelez-vous, on a vraiment les deux quêtes. On a Oct qui, lui, recherche les échardes de dragon, et on a Amentar qui, lui, recherche les échardes de Nightbringer. Voilà. Donc, bon, tout simplement, voilà, on nous remet une petite dose en disant il était convaincu que les dragons et ses semblables étaient des avatars angéliques de l'Omni-Messie. Il imaginait avec bonheur les dons qui lui seraient accordés lorsqu'il libérait cette personnification du dieu machine. Voilà. Et puis le petit paragraphe à côté, c'est les derniers moments de la bataille. Voilà, on a les Space Marines qui sont en retraite, avec beaucoup de pertes encore une fois, une nouvelle unité qui est obligée de se sacrifier pour arrêter Amentar, qui est une force inarrêtable justement, mais ils peuvent simplement en fait le retarder. Et puis à l'extérieur, quand ils sortent enfin avec une charge de Titus lui-même qui broie les derniers défenseurs. C'est assez amusant parce que ça m'a rappelé, en fait, en le lisant, encore une fois, la vidéo que vous avez sur Secret Level. Et en fait, on voit Titus se battre, et à un moment donné, alors c'est pas dans cette histoire-là, c'est vraiment dans le petit film d'animation. En fait, vous voyez un véhicule, une moto, je crois, qui fonce vers lui. Et en fait, lui, il se met à foncer contre la moto, et du choc entre les deux, il vaporise complètement la moto, comme si vous aviez un train qui venait vaporiser une voiture. Et en fait, c'était
malgré mes années d'expérience sur le Space Marine, j'avais pas le sentiment qu'un Space Marine qui fonçait au pas de charge, ça pouvait détruire un véhicule. Et là, c'est le cas. Il détruit, je crois qu'il détruit une moto. On doit le voir à 2 fois. Je crois qu'il y a un moment donné où Métaurus, il doit aussi dégommer un véhicule et un véhicule un peu plus léger, genre un buggy, qui fonce encore une fois sur Titus. Là, lui, il se court, il donne un coup d'épaule. On a le truc qui explose. Et je trouvais ça un peu percutant, hein, le mot le mot est bien adapté, parce que voilà, j'avais peut-être perdu de vue qu'un Space Marine en pas de charge, c'était aussi puissant. Et là, j'ai retrouvé cette image-là, où on a Titus qui d'un coup d'épaule vaporise le mur de guerrier Nécron, et c'est assez amusant. Voilà. Donc puis après, dernière image, on a le Thunderhawk qui vient se poser à travers la pluie et l'orage. Les derniers survivants des forces ultramarines montent à l'intérieur du Thunderhawk. Alors on nous dit que la moitié des ultramarines ont péri dans cette attaque-là. Il suffit de se calculer un peu vite fait combien on peut mettre de Space Marine dans un Thunderhawk et puis vous dire à peu près combien ils étaient. Mais en tout cas, on a l'impression qu'ils ont perdu beaucoup plus de monde que ça, ou en tout cas qu'il y a au moins une bonne vingtaine de Space Marine qui ont été perdus dans cet assaut. Et puis, bien sûr, Titus reste en haut de la rampe d'abordage du Thunderhawk pour couvrir le dernier Space Marine qui est lourdement blessé, et voilà, on a encore une fois l'apothicaire qui l'aide à rejoindre en fait le Thunderhawk, et puis Titus comme tout bon capitaine reste le dernier, et puis on a le dernier regard justement alors que le Thunderhawk décolle. On a Amentar qui arrive, et il se ramène trop tard. Ça Amentar. Il fallait que je la fasse, je cherchais un moment pour le placer au cas où j'ai pas d'autre moment, voilà. Donc Amentar arrive et il le regarde s'envoler, les deux se regardent avec un regard de haine. Voilà, donc voilà, retour, bientôt le retour du combat, du fils. Donc première manche remportée par Amentar, assez largement, je dois dire, et c'en est presque même étonnant parce que, étant donné que justement Titus, il a fait une centaine d'années au sein de la Death Watch, connaît bien les Nécrons, se faire avoir peut-être un petit peu aussi simplement, c'est assez étonnant, parce qu'il est censé, on imagine, enfin, c'est quasiment sûr qu'il a déjà combattu au sein, par exemple, d'un monde nécropole. Sinon, il connaîtrait pas en fait la technique d'envoyer une bombe vortex sur le pilier principal, on va dire, si c'est ça la logique, hein, on va dire qu'il l'a pas fait par hasard. Donc il est censé connaître l'étendue des forces qui sont endormies dans la nécropole et savoir ce qu'il faut pour y aller. Et peut-être que là, il fallait y aller avec des soutiens blindés, du Dreadnought, des forces beaucoup plus conséquentes. Et on a l'impression que s'il y a été et qu'il s'est fait rétamer, qu'il a perdu 50% de ses forces, c'est qu'il a été surpris par les forces des Nécrons. Alors, on peut aussi imaginer qu'Amentar, voilà, c'est bien sûr la première fois qu'ils se rencontrent, et qu'Amentar est une force impondérable, et qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait un Nécron aussi dangereux à l'intérieur. Mais malgré tout, perdre quand même 50% de ses forces, c'est un petit peu un mauvais calcul en fait pour Titus. Et surtout, je pense qu'ils auraient dû y aller beaucoup plus, et voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, fin de ce premier acte avec une victoire assez grande à des Nécrons. Alors, une fois qu'ils sont revenus dans le stratégium du bastion Obstinus, eh bien, c'est la consternation parce que toutes les nécropoles qui étaient pour l'instant inactives, eh bien, s'activent, et il y a des légions justement de Nécrons qui attaquent directement toutes les forces planétaires, et on a même d'autres structures qui continuent à émerger du sol de la planète. Alors, Titus reconnaît que voilà, tous ces calculs étaient erronés, et que, toutes ces projections en tout cas étaient erronées, et que les forces qui sont en train d'agresser justement la planète sont au-delà de ce qu'il est en mesure de pouvoir traiter. Tout simplement parce qu'il n'a pas assez de force à sa disposition, et que les auxiliaires qui sont sous ses ordres ne sont pas inépuisables, et qu'il n'y a pas de renfort en prévision. Alors, le Codex Astartes, nous dit-on, préconise à ce moment-là de
prendre son mal en patience, d'essayer de préserver au maximum les forces disponibles, et puis de revenir une fois que les renforts seront arrivés. Donc ça, c'est ce qu'il devrait faire s'il suivait à la lettre les suggestions, les préconisations du Codex Astartes. Simplement, en fait, il est le maître du guet. Et en tant que maître du guet, c'est le protecteur des royaumes d'Ultramar. Et il se dit que s'il laisse les habitants de Nova Magnor à leur triste sort avec les Nécrons, eh bien, il enverra un message très négatif. Un message de les 500 mondes ne peuvent être protégés par les forces des ultramarines. Le capitaine du guet était là, il s'est enfui face aux forces des Nécrons et il se dit que ce n'est pas possible et qu'avant tout, il place son honneur avant toute chose. Et c'est là où on voit que être un Titus, il manque un peu de recul et en tout cas, il est plus guidé par l'honneur, ses serments de courage que par la raison en fait, même s'il a quand même eu cet éclair de lucidité de s'enfuir de la forteresse. Même sans avoir accompli sa mission, même sans avoir tué Amentar. Et puis il a bien conscience qu'Amentar, en fait, on dit, il repense au regard d'Amentar et il sait que ce seigneur Nécron va aller jusqu'au bout. Il n'y a aucune chance qu'il lâche l'affaire ou qu'il parte en orbite avec le vaisseau qui a été envoyé. Chose aussi importante, c'est que il se dit, encore une fois, si je suis pas capable de défendre ce monde-là, la mission globale de protection des 500 mondes et de conquête surtout des 500 mondes n'a pas de sens. Donc, pour que la mission que le Primarque lui a donnée puisse se réaliser, en tout cas que cette vision puisse se réaliser, il est obligé de réussir et donc il jure sur sa vie qu'il mettra fin à l'attaque des Nécrons et qu'il défendra en fait cette planète de Nova Magnor. Alors par contre son expérience justement dans la Death Watch, on nous en met une petite dose, lui permet d'analyser les choses et de remarquer que les Nécrons n'agissent pas comme d'habitude. Ils ne sont pas aussi efficaces et précis que ce à quoi il les a habitués, étant donné qu'il note que de temps en temps en fait on a des petits groupes qui brisent la formation au risque de mettre en péril l'attaque des Nécrons et le front de combat pour aller attaquer des cibles qui ne sont absolument pas prioritaires, typiquement des civils qui sont retranchés dans un bloc d'habitation, des restes en fait de troupes complètement désorganisées, et il note que vraiment très souvent on a des petites poches comme ça de Nécrons qui vont éradiquer les derniers humains. Donc là bien sûr on comprend que c'est le côté destroyer avec l'éradication de toute forme de vie qui prend le pas sur la stratégie pure et le fait que les unités d'écran soient aussi interdépendantes et puissent avancer comme ça de concert. Alors après, on va nous présenter toutes les forces. Donc on a des forces aussi canoptèques qui sont là. On a aussi donc une abomination énorme vêtue de robes noires en lambeaux et brandissant une faux colossale. Voilà. Donc l'écharpe du Ninebringer, elle est sur le front. Donc du coup, ça répond un peu plus ou moins à la question de est-ce que dans la crypte Tesseract qui est avec l'Archimagos Oct, c'est un Ninebringer ou pas? Enfin, ça ne répond pas à cette question-là, mais en tout cas, ce n'est pas lui qui va être libéré à cet instant-là, étant donné que on a une incarnation, une écharpe d'Octane qui est déjà en train de se battre. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il y en a une autre. Il y en a une autre qui est aux portes du bastion et qui attaque la forteresse. Et c'est vrai que après c'est logique, il y a plusieurs écharpes, donc ça c'est cohérent qu'il y en ait plusieurs en même temps, mais c'est vrai qu'on est tout le temps habitué à ce que ce soit une sorte de personnification et qu'il n'y en ait qu'un seul, et en fait non, on peut en avoir plusieurs, donc tu dis ah oui ok c'est chaud, en fait il y a plusieurs écharpes d'Octane qui sont en train de se battre. D'ailleurs ça fait se poser la question de est-ce que peut-être que deux écharpes d'Octane pourraient fusionner? Est-ce qu'on ne peut pas déjà fusionner les écharpes d'Octane qu'on a là? Si en fait, moi ça me fait réfléchir à ça. Je me dis, si le but d'Amentar c'est de recréer l'entité primordiale du Ninebringer dans sa version complète, c'est qu'il est capable de faire fusionner les échardes. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire fusionner les deux petites échardes? Ou alors peut-être qu'elles-mêmes sont déjà des fusions. Je ne sais pas comment ça peut se passer, mais voilà, on peut imaginer que voilà, vous avez une écharpe d'Octane, très bien, qui est une entité définie. On en met deux ensemble, ça fait une sorte de super écharpe, voilà, qui serait peut-être plus que 2 fois plus puissante. On peut imaginer ça. Pourquoi là ne l'a-t-il pas fait? Et en même temps, comment peut-on savoir que les deux écharpes ne sont pas déjà des écharpes fusionnées?
Voilà, là j'avoue, je ne sais pas. Peut-être que la suite nous donnera un peu de plus d'informations. Peut-être qu'il y a on peut imaginer des échardes primordiales, un peu comme, je sais pas, je me base sur de la chimie organique et je me dis, ok, peut-être qu'il y en a, c'est une sorte d'atome de carbone et les autres viennent se greffer dessus en fait. Et que si on n'a pas cette brique pour pouvoir fusionner les autres échardes dessus, elles peuvent pas fusionner ensemble en fait, vous voyez. Peut-être que c'est ça la logique, je sais pas, j'essaie de trouver une sorte de logique sur les échardes. Bon, là, on est vraiment un peu plus loin que ce que le récit nous dit, mais par contre, j'étais étonné, il y a vraiment ces deux échardes qui sont présentes sur le champ de bataille. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que ça m'a bien plu, c'est que Titus donne l'ordre aux vaisseaux qui sont en orbite de venir se placer un peu plus près pour faire des bombardements. Et ça me plaît, parce que comme je vous l'ai dit, je trouvais ça un petit peu débile qu'on ait des vaisseaux, qu'on ait qu'il n'y ait pas de combat spatial, qu'il y ait vraiment une suprématie des forces de l'Imperium et qu'ils n'utilisent pas cette force très très grande. Petit passage aussi, parce qu'il faut replacer un peu tous les personnages. On nous reparle de l'apothicaire Marcos, c'est celui qui justement allait d'un personnage à l'autre, et là on nous le remet comme ça dans un début. On dit, tandis que l'apothicaire Marcos soignait ses blessures et que les serfs faisaient de leur mieux pour réparer son armure, Titus donnait ses ordres. Et en fait, cette phrase-là me fait penser que Marcos va avoir un rôle encore plus important à jouer. Vous savez, enfin, je vois pas l'intérêt de le remettre à ce moment-là, si ce n'est qu'il va avoir un rôle un peu plus important à jouer. On nous dit que le maître de la flotte, Silva, coordonne en fait des bombardements ciblés sur l'écharde de Ctan. Malgré tout, ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. Sans doute que ça va jouer avec un petit duel avec Titus, peut-être on peut l'imaginer comme ça. Titus, donc du coup, a juré sur son honneur, sur sa vie, qu'il défendrait les humains de Nova Magnor, la planète, ce monde d'ultramar, tout simplement, et envoie un appel à l'aide avec des renforts, voilà, message de détresse. Est-ce qu'il y a beaucoup de force en réserve ou pas? Je ne sais pas, j'imagine qu'il y aura sans doute un moment où cet appel à l'aide va être entendu, etc. Mais c'est vrai qu'on termine toujours un petit peu sur ce genre de choses où vous avez un appel à l'aide qui est lancé, donc c'est une sorte d'ouverture en mode hey, il peut arriver tout le monde, n'importe qui, hein. On peut imaginer tout et n'importe quoi, donc à voir qui va venir les aider. Peut-être que ça va être un des chapitres remparts dont on a parlé précédemment, peut-être que ça va être un des tétrarques qui va se présenter, voilà. Mais en tout cas, chose à retenir, il y a plusieurs échardes du Ninebringer. L'objet avec la crypte Tesseract contient sans doute une autre écharde, mais il y a vraiment cette insistance sur le fait qu'elle est plus ornementée que d'habitude. C'est pour ça que ça m'a fait penser à cette idée de écharde primordiale ou principale qui peut-être elle-même pourrait capter en fait les autres échardes. Peut-être c'est possible, on le verra dans la suite de l'aventure. Voilà, je m'arrête là pour rester sur le format à peu près une demi-heure par vidéo. La suite, eh bien, ça dépend. Soit vous êtes sur Tipeee, vous l'avez directement, vous l'avez sans doute déjà vu, ou soit, eh bien, on est sur le format tous les jeudis. Donc là, ça fait déjà pas mal de temps que 500 Monde doit être sorti, je l'imagine. Et du coup, vous aurez la suite jeudi prochain. Voilà. Et puis, en tout cas, merci vraiment beaucoup à tous ceux qui ont fait l'effort de me soutenir sur Tipeee pour ce 500 Monde. Ça fait vraiment plaisir et puis ça aide vraiment surtout. Donc, merci pour votre aide, merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que la chaîne peut continuer, que je peux continuer ce magnifique travail de vous relater un peu le lore de Warhammer 40 000. Ça fait quand même assez plaisir. Donc voilà, merci à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine ou bientôt, suivant l'endroit où vous regardez la vidéo. Allez, merci à tous et à bientôt. Salut, bye.